bien, c'est pour vous parler de toutes les lectures que j'ai faites récemment. Et il y en a quand même un petit nombre, donc j'espère voilà, que ça va vous parler. Il y a pas mal de graphiques, mais chose assez exceptionnelle, il y a plusieurs romans. Et malheureusement, il y a un ou deux abandons, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je crois que c'est moitié déception, moitié coup de cœur. Donc voilà. Comme ça, les bails sont dits. Évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé, de me donner votre avis aussi, si vous les avez plutôt aimés ou pas aimés, ou si vous n'avez pas lu, ou s'ils sont dans vos wishlists, peu importe. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous êtes trop timide pour parler, tout simplement, mettez moi un petit emoji bleu ou avec des fleurs ou avec du vert, peu importe. N'importe quoi, ce que vous voulez, mais voilà, ça aide encore une fois le référencement. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai lu L'Éden des sorcières, le tome 8, et c'est le dernier tome. J'étais assez surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit déjà la fin, mais soit, au moins ça fera une saga de terminer. L'Éden des sorcières, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui a été élevée par une sorcière. On est dans un monde où, un peu un post-apo, mais c'est plutôt un univers médiéval, où en fait justement l'humanité a tellement surexploité la Terre qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de plantes, voilà, c'est devenu très très rare. Les seules personnes qui sont capables de faire pousser des plantes, ce sont les sorcières justement, qui ont cette capacité-là. Et du coup, les humains les chassent parce qu'ils considèrent qu'elles s'accaparent en fait la nourriture, qu'elles s'accaparent les vivres, la végétation, l'alimentation, alors qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça, justement. Et on a toute cette ambiance qui est justement très écologique, à la fois très féministe et à la fois beaucoup de discrimination, de minorités qui sont exterminées, alors que c'est pas de leur faute, au contraire, c'est plutôt de la faute des hommes s'il n'y a plus de plantes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé justement tout l'aspect écologique et comme on peut faire aussi le lien avec les sorcières, l'inquisition et tout, enfin bref. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans ce petit manga. Enfin, dans le tome 8, on arrive à la clôture de l'histoire, donc je ne vais pas vous spoiler ce qui s'y passe. Mais voilà, j'ai énormément apprécié. La fin m'a presque laissé sur ma faim. Mais voilà, c'était une fin digne de ce manga, franchement, avec des belles valeurs, des beaux messages. Et franchement, celui-là, je ne pense pas qu'il va quitter ma bibliothèque parce que il parle à mon petit cœur. J'ai lu le tome 7 de Seventh Time Loop. J'ai lu que le tome 7 ? Ah bah c'est le dernier qui est sorti. Je me disais aussi, c'est bizarre, en général j'ai lu 2 par 2 les mangas. Donc on est sur l'histoire de cette jeune fille qui en fait se rend compte qu'elle meurt à chaque fois à ses 20 ans et après elle se réincarne dans une nouvelle vie. Donc c'est la 7e fois qu'elle fait ça. Donc elle en a marre, tout simplement. Elle se dit que dans cette vie-là, elle va vivre sa meilleure vie. Elle ne va rien faire parce qu'elle a une vie où elle était apothicaire, une vie où elle était chevalière, une vie où elle était aide-médecine, une vie où elle était, je sais plus, soldat, enfin bref. Elle a eu plein de vies différentes justement, comme je vous ai dit, elle en a eu 7 déjà. Et à chaque fois, eh bien, elle se rend compte que peu importe les choix qu'elle fait, elle meurt. Donc là, elle se dit, c'est pas grave, je vais vivre une vie oisive au possible, je ne vais rien faire. Donc quand son fiancé rompt ses fiançailles, comme à chaque fois qu'elle se réincarne, c'est toujours à cette date-là qu'elle se réincarne, eh bien elle dit pas de souci, c'est pas grave, je me casse. Et du coup elle va sauter d'un balcon pour partir de la soirée, parce que elle sait très bien comment ça va se finir sinon. Et eh bien il va y avoir ce jeune homme qui est un héritier d'un empire qui est pas loin, qui va se rendre compte que cette jeune femme est loin de correspondre au stéréotype de la noblesse voilà, puisque justement comme je vous dis, elle va sauter d'un balcon pour s'en aller de cette soirée et elle va atterrir sur ses 2 jambes normales et elle va courir comme ça tranquillement avec sa robe, alors que normalement les jeunes filles sont censées être fines, délicates, voilà. Donc il va vite se rendre compte que cette jeune fille n'est pas comme les autres et il va la demander tout simplement en mariage. À peine il l'a rencontrée, elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'ils ne se connaissent pas ni David Adam. Par contre, elle sait, vu qu'elle a déjà vécu plusieurs vies, comme je vous ai dit, ce qu'il va devenir. Il va devenir un empereur sanguinaire. Et donc, elle est en mode, non, moi j'ai dit, je veux une vie oisive, je veux une vie sans problème. Je ne veux pas me marier avec un type qui, je sais, va conquérir plusieurs royaumes et va devenir un tyran sanguinaire. Mais au vu de ce qui va se passer, elle va pas avoir trop le choix que d'être fiancée à ce type. Et justement, petit à petit, elle va se dire, pourquoi j'essaierai pas de comprendre comment il est devenu ce qu'il est devenu et de faire en sorte qu'il ne devienne pas dans cette vie-là ce qu'il est devenu dans les autres vies. Donc voilà, surtout que dans plusieurs de ses vies à elle, ses anciennes vies, elle meurt à cause de lui. Donc là, elle se dit, ça sera un moyen de comprendre pourquoi en fait ça m'est arrivé. Donc on va suivre justement cette histoire et cette romance qu'il va y avoir entre les deux qui est
assez slow burn, enfin slow burn dans le sens où lui très rapidement il lui fait comprendre qu'il est attiré par elle et qu'elle lui plaît, mais la chose n'est pas réciproque parce que elle, comme je vous dis plusieurs fois, elle est morte dans ses précédentes vies, donc elle a un peu une petite rancune contre lui, donc la romance n'est pas encore là même si elle est fortement attirée par lui. Donc voilà, on était sur ce tome là, le dernier tome était un peu chiant, je vous avouerai, parce que on aidait pas mal quelqu'un et moi ça me saoulait de voir ça. Là justement on était un peu plus tourné autour d'eux et de comprendre la relation qui va potentiellement se tisser entre eux. Et il y a d'autres personnages qui sont arrivés en intrigue. Donc c'était plutôt chouette et j'ai hâte de lire la suite tout simplement. Je vais pas vous en dire plus, hein, c'est une suite de saga. Pareil dans les suites de saga du coup que j'ai continué, on a Nina du Royaume aux étoiles, le tome 9 et le tome 10. Donc on est sur l'histoire cette fois-ci de cette jeune fille qui en fait à la base est une orpheline qui je pense elle est blonde aux yeux bleus et les yeux bleus dans son royaume c'est très 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 rare. La princesse actuelle a les yeux bleus mais elle va mourir et comme elle doit se marier à un royaume qui risque de les conquérir si le mariage n'a pas lieu, eh bien le prince qui est, il est où ? Il est juste là, va décider de choper une jeune fille qui a les yeux bleus et de la faire passer pour elle en fait. Il a créé une doublure de sa sœur. C'est ce qui va se passer, il va prendre Nina du coup, il va lui mettre une perruque aux cheveux roses et il va lui dire bah écoute maintenant c'est soit ça soit tu crèves en fait, soit tu deviens la doublure de ma soeur qui est décédée, soit je te tue. Donc bah, elle va dire d'accord. Et donc voilà, elle va passer un certain temps à apprendre à devenir la princesse jusqu'à ce que, et bien en fait, en passant de plus en plus de temps tous les deux, ils vont se rendre compte bah, qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, jusqu'à arriver au moment où elle doit aller dans le royaume en face, enfin pas en face mais le royaume concurrent quoi, et du coup ben, ils vont devoir se séparer et elle va devoir rencontrer du coup son futur mari qui est juste là, qui est Seth, qui est un type franchement voilà, hein, toxique au possible, bien sanguinaire, bien torturé, bien ténébreux. Alors lui c'est celui-là qui est pas brun justement, mais au niveau de l'archétype du brun ténébreux on est un petit peu là, le sociopathe au possible. Donc voilà, elle va du coup devoir apprendre à gérer sa nouvelle relation avec son futur mari, son fiancé. Donc voilà, dans cet homme-là, ça spoil un peu si je vous raconte ce qui se passe, mais on va avoir très clairement un triangle amoureux entre ces trois-là. Nina ne sait pas qui choisir entre celui-là qu'elle aimait depuis le début, le prince de son propre royaume, et le fiancé qu'elle a actuellement. Eh les gars, c'est pas le moment de faire des travaux là, je suis en train de filmer. Tant pis, merci les voisins. Et donc du coup, on a pas mal d'intrigues politiques qui vont se glisser à l'histoire. Et là, on est dans la mouise à la fin de ce tome-là, puisqu'on a des révélations assez importantes qui vont se produire. Donc j'ai très très hâte de lire la suite pour savoir justement comment ils vont réussir à se dépatouiller des révélations qui sont faites. Parce que très clairement, là, il y a des identités qui sont révélées, comme quoi certains sont des imposteurs et tout. Et des futures intrigues politiques aussi qui vont potentiellement rabattre les cartes. Donc à voir. J'ai très hâte aussi de voir comment la relation va avancer entre les trois, parce que pour le moment on est vraiment sur un ancien amour qui franchement on n'a pas envie qu'elle se sépare de lui parce qu'il est trop chouette, il est trop kiki et tout, il est très attentionné, mais on a aussi de l'autre côté une arme torturée qu'on n'a pas envie qu'elle lâche, parce que si elle le lâche il y a de fortes chances qu'il devienne justement le pire mec de la terre. Donc voilà, petite lecture qu'on a faite, on est très contente. On a eu la suite et je vais m'empresser de commander les 2 prochains tomes, ça je vous le garantis parce que je veux la suite. J'ai commencé un webtoon parce que pourquoi s'arrêter à toute la liste que j'ai là devant moi? Non, lisant le plus. Donc j'ai acheté I Don't Trust My Twin, le tome 1 et le tome 2, parce que comme c'est des webtoons, en lire un par un en général c'est assez frustrant, mais là je me suis dit allez, les 2 sont sortis, le 3e d'ailleurs va pas tarder à sortir je crois, peut-être au mois d'octobre, bref. On est sur l'histoire de, je sais plus son prénom, à la jeune femme, Laurentia, voilà. Laurentia qui a une jumelle et elle en fait Laurentia c'est très clairement l'héritière de sa famille. C'est elle qui a tout appris, on lui a tout donné les cartes en main, puisque sa jeune sœur, sa jumelle, est une santé très fragile, elle ne pourra pas s'occuper du domaine, du titre qu'elles ont et tout, donc c'est sur Laurentia que tout repose. Donc elle dédie sa vie à son titre, à son domaine, à son royaume, elle va se fiancer à un type pour justement que tout se passe au mieux, que sa famille ait de l'influence et tout, jusqu'à ce qu'elle se rende compte justement que le jour de son mariage, eh bien sa sœur et son fiancé ont une liaison dans son dos et qu'elle se rend compte du vrai visage de sa sœur, qu'elle n'est pas du tout une jeune fille fragile et sensible et malade comme elle le prétend, mais au contraire c'est une vraie garce manipulatrice. Donc du coup au moment de sa première vie on va dire, elle va faire je sais plus trop quoi, ce qui fait qu'elle va être réincarnée et quand elle va retourner dans sa vie mais bien avant,
elle va faire des choix radicalement différents, hein, comme dans tous les thématiques de réincarnation, pour faire en sorte justement que eh bien, sa seconde vie ne se passe pas du tout comme sa première vie. Et donc, on va avoir une intrigue avec un autre personnage qui va potentiellement l'aider justement à faire en sorte que sa nouvelle vie ne se passe pas comme l'ancienne. Franchement, j'ai adoré. Graphiquement, c'est toujours aussi magnifique. Hein. Ce sont des webtoons en général. On est sur un style qui est juste magnifique. Dans ce tome-là, j'étais un peu plus perplexe parce que justement, on a la relation avec ce type qui va commencer à se nouer et j'ai un petit peu peur que ça soit une relation qui soit pas très saine au final, parce qu'à la base ça part sur un contrat, sur un marché justement, elle lui dit bon écoute, moi j'éponge tes dettes et toi tu vas m'aider justement à faire en sorte de mettre de la distance entre moi et des personnes qui en veulent à la fortune de ma famille, voilà. Donc c'est un échange de bons procédés, mais on voit très vite que le gars est potentiellement très intéressé par elle et que voilà, lui ça va aller beaucoup plus vite qu'elle, alors qu'elle elle est vraiment dans ce délire de machination, de faire en sorte que les complots qu'il va y avoir contre elle et contre sa famille ne se font pas, bref. On n'est pas sur la même dynamique dans la relation, donc j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais franchement, j'ai quand même hyper kiffé et j'ai très hâte de lire la suite justement pour voir si la romance va prendre un peu plus le pas sur leur relation que vraiment le contrat. Donc voilà, j'ai bien aimé et je le conseille. On continue avec une petite BD, tadadada, Elsbeth et la malédiction du beau soleil. Je vous avoue que j'ai kiffé parce que rien qu'au niveau graphique déjà, c'est magnifique. Est-ce que je peux vous montrer? Tadadada. Enfin, voilà. Graphiquement c'est juste magnifique, moi j'adore ce genre là. On est sur l'histoire d'un monde où justement il y a eu de la magie, enfin il y a toujours de la magie, mais c'est les femmes qui possèdent la magie et qui possèdent la parole, parce que pour faire de la magie il faut parler, donc voilà, à partir du moment où tu es maître tu ne peux pas faire de la magie. Et tous les hommes, ben, eux à l'inverse justement, ils ont une malédiction depuis je sais plus 50 ans, ils ne peuvent plus parler. Voilà, tous les hommes sont muets et on ne sait pas trop pourquoi, à part le fait que les hommes sont de nature agressive et donc du coup la magie, s'ils possédaient de la magie en gros, ben, ça serait dévastateur, ça serait destructeur. Donc voilà, on est sur cette jeune fille qui a un petit ami qui lui réussit à faire de la magie sans mots et donc du coup il le fait mais très discrètement, très voilà, pour pas trop éveiller les soupçons, et elle décide que justement son mémoire d'université, elle va le passer à comprendre pourquoi cette malédiction a lieu, pourquoi il y a le beau silence sur les hommes et comment faire en sorte justement de casser cette malédiction pour que son petit ami puisse un jour reparler et voilà. Donc on suit ses aventures à elle, à sa meilleure amie, son petit ami, et c'est assez chouette parce que justement ça parle de différence, ça parle de discrimination, comment certains se complaisent dans le fait que les hommes ne parlent pas parce que voilà, ils ont été punis parce qu'ils ont fait les cons et que c'est comme ça. Et ça montre aussi justement à l'inverse la situation que nous on a dans notre société patriarcale avec les femmes qu'on considère faibles et qu'on considère qu'elles sont inférieures aux hommes et tout. Donc il y a pas mal de petits, comme ça, parenthèses, des petites comparaisons plutôt qui sont faites entre ces deux choses qui, moi, m'ont parlé, qui m'ont pas mal plu. Il y a aussi tout un aspect écologie et il y a un petit aspect, justement, rébellion, parce que, justement, certains hommes vont eux aussi vouloir se rebeller parce que ce n'est pas juste, en fait, leur situation actuelle. Ils ne sont pas des sous-êtres humains et ils aimeraient pouvoir être plus que ce que la société accepte d'eux. Donc voilà. Ça fait beaucoup écho à notre société, à nous, même si les rôles du coup sont inversés. Et qu'on a un univers magique, et voilà, on est un peu plus dans quelque chose de jeunesse, d'illustré. Mais j'ai trouvé ça très chouette et j'espère qu'il va y avoir une suite, hein, parce que au vu de la fin, normalement, il y a forcément une suite. J'ai lu aussi le tome 1 de Métamorphe, donc Best Friend. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est très populaire et de ce garçon qui, lui, à l'inverse, est plutôt le geek, vous savez, ceux qui sont au fond de la classe avec des lunettes, des cheveux gras et qu'on n'écoute pas trop, qui font des roleplay et tout. Bon, c'était mes potes, moi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux antipodes jusqu'au jour où ils vont se retrouver dans la même rue, je crois, un soir, parce qu'ils sortent de choses différentes. Et un camion avec des citernes, avec des substances étranges, va leur tomber dessus. Et bien le lendemain, ils vont se rendre compte qu'ils ont des capacités spécifiques. Elle, comme vous pouvez le voir, elle se transforme en loup-garou et lui, eh bien, il devient un vampire. Donc on a toutes les caractéristiques qui vont avec, en plus de l'adolescence, en plus du fait qu'elle soit la meuf populaire et que lui, il soit un peu, pas un peu d'ailleurs, totalement le nerd, voilà, du coup, deux sphères hiérarchiques différentes dans le lycée. Donc voilà, on va potentiellement voir la relation qui va commencer à se nouer entre les deux, parce que justement, ils sont tous les deux dans la même galère. Donc au début, elle le rejette totalement en mode c'est pas possible, c'est pas vrai, nanani nanana. Et lui, vu qu'il joue beaucoup à des jeux de rôle, qu'il regarde beaucoup de la science-fiction et tout, il va vite se comprendre ce qui leur arrive et décider de mener l'enquête justement du pourquoi, du comment. Je vous avoue que ce tome-là est assez introductif et j'ai vu que le tome 2 va sortir très rapidement, donc je vais me l'acquérir pour justement
voir la relation, où ça les mène, parce que pour le moment, on est sur... là, à la fin du tome, justement, on commence à voir les deux qui, bon, ils vont finir par... comment dire par sympathiser, puisqu'ils sont dans la même galère. Donc autant qu'ils s'entraident et tout. Et voilà, elle, comme c'est une petite peste à la base, j'aimerais bien voir l'évolution de son comportement et de son caractère à elle. Donc voilà. J'aime beaucoup. C'est du jeunesse, hein, donc c'est graphiquement assez chouette, mais c'est pas non plus voilà, l'histoire du siècle avec des tonnes de rebondissements, des intrigues et des plot twists qu'on n'a pas vu venir. Hein, mais voilà, j'ai quand même très hâte de lire la suite. En plus, la suite, je crois que ça s'appelle Love Story et non plus Beast Friend. Donc voilà, on passe de bête animale à potentiellement une histoire d'amour entre les deux. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Vous l'avez compris, je pense. Alors, on va attaquer les romans. Donc je pense que je vais commencer par le plus simple. Je vais commencer par le DNF. Voilà. Tada. Je suis très déçue. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à lire Paris-Brest, Sentiments et Tasse de thé. J'en ai lu, je voyais, comme vous voyez pas le marque-page ici. J'en ai lu 50 pages. Mais je n'irai pas plus loin parce que cette histoire ne me plaît pas. On est à la base sur l'histoire de Gwenola, comme il est écrit, qui quitte sa Bretagne navale en 1986 pour aller à Paris pour faire ses études. C'est à la Sorbonne, je crois. Oui, à l'université de la Sorbonne. Bref, très bien. Moi, ça ne me dérangeait pas à la base qu'on parte sur quelque chose de, voilà, qui n'est pas contemporain à nous, parce qu'on est quand même en 86. C'est la date de naissance de ma soeur, donc voilà, il y a presque 40 ans, 39 ans pour être précise. Donc voilà, ça ne me dérangeait pas. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est la plume. Désolée, mais moi, la plume ne l'a absolument pas fait. On est sur un style un peu gonflant, quelque chose de très moralisateur, parce que on a justement cette jeune femme qui va avoir 18 ans et qui va aller vivre chez sa cousine, parce que elle n'a pas d'appart et tout, donc voilà, elle débarque de sa Bretagne natale, donc elle va aller vivre chez sa cousine en Bretagne, et sa cousine n'a pas de bonne fréquentation, il fait des bêtises, enfin, c'est plus que des bêtises certes, mais la méchanceté dans les pensées de Gwenola m'a énormément énervée, parce qu'en tant que féministe, chaque femme fait ses choix et chacun fait ce qu'il veut, en fait, ça ne regarde que elle, et donc voilà, c'est une manière de penser assez vieillotte. Et il y a des choses, en fait, il y a des termes qui sont utilisés, comme j'en ai parlé déjà à Cynthia avant de le DNF, qui sont en décalage en fait. On est en 1986, je vous le rappelle, hein, on n'est pas au Moyen-Âge. Et à un moment, justement, il y a quelqu'un qui va l'aider, la Gwenola, et il va lui dire calmez-vous, ils sont partis, vous ne reverrez plus ces gibiers de potence, je vous en donne ma parole. Les gibiers de potence, non. En 86, c'est pas les termes qui étaient... Vous voyez, c'est ce que je vous parle au niveau de la plume. On est sur un décalage entre les mots utilisés et le temps dans lequel l'histoire se passe. Donc, voilà, pour moi, ça le fait pas. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas été prise dans l'histoire. Le personnage principal, comme je vous ai dit, Gwenola, elle m'insupporte au possible. Elle est moralisatrice. C'est la petite fille pure. À un moment, il y en a un, justement, qui la caractérise comme ça, là. Vous êtes une femme pure. Pure. Mais ta mère... non. Bref, non, je suis pas du tout d'accord... j'en ai pas lu beaucoup, on est bien d'accord, hein, j'en ai lu 50 pages, mais ça ne m'a pas plu. Et justement, j'ai tellement en ce moment de mal à lire que je ne vais pas forcer à lire des livres qui ne me plairont pas. Donc je préfère DNF, je préfère abandonner cette lecture et je le revendrai sur Vinted parce que voilà, il ne me plaît pas. Voilà. Et du coup, j'ai très peur parce que j'ai acheté un autre livre chez Twinkle Édition, Maple Field Creek, je crois, qui est beaucoup plus dans une vibe automnale. Et j'espère qu'on n'est vraiment pas sur le même style de plume parce que franchement, si c'est le cas, désolée, mais cette maison d'édition ne sera pas pour moi. Donc voilà, j'espère que c'est juste ce style qui ne me correspond pas et que ça ne sera pas le cas dans toute la ligne éditoriale. On continue avec les lectures en demi-teinte. J'ai lu du coup Girl, Pride and Prejudice. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Donc, qui est une romance entre une jeune femme qui écrit des romances lesbiennes. C'est une autrice qui a eu un gros succès avec sa saga, qui est de la fantasy du coup. Et elle va demander justement à son autrice, à son éditrice, après avoir eu une grosse rupture sentimentale, d'écrire une romance lesbienne. Elle a déjà toute l'histoire en tête, mais son éditrice va lui dire non, c'est pas du tout le style que nous on vend. Et puis de toute manière, les romances FF, ça ne se vend pas, tout simplement. Donc on ne vendra pas ta romance. Et donc il va y avoir une guéguerre entre elles deux, puisque du coup l'écrivaine, l'autrice, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à teaser cette nouvelle histoire sur les réseaux sociaux. Donc son lectorat potentiellement
pas vouloir voir ce nouveau roman, mais l'éditrice a dit que non, la maison d'édition dans laquelle elle ne vendra pas ce genre de choses. Donc il va y avoir aussi un conflit au niveau du travail. Elles vont toutes les deux aller faire une formation, parce que du coup, vu qu'elle a vu que sa maison d'édition ne la suivrait pas sur le coup, elle s'est dit bah, c'est pas grave, moi je vais faire de l'auto-édition. Et donc elle va suivre une formation pour apprendre à gérer l'auto-édition. Et donc son éditrice, à couvert de vouloir faire en sorte que sa poule aux odeurs, cette autrice, ne s'en va pas en auto-édition mais reste dans sa maison d'édition, va essayer d'aller dans la formation avec elle pour la suivre, mais bien du coup, il va y avoir pas mal de petits exercices qui sont non conventionnels qui vont avoir lieu entre les deux et qui vont faire en sorte d'un potentiel rapprochement. On est sur une romance FF entre les deux. Dans le monde littéraire, donc on a le côté autrice que je trouvais très bien pensé et le côté éditrice qui pour le coup, je ne le connais pas trop donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais on est sur une pression sociale avec une pression aussi familiale du père de l'éditrice du coup qui est le patron de la maison d'édition. Donc voilà, travailler aussi avec sa famille, ça par contre c'est très bien relaté parce que je travaille en restauration avec de la famille. Donc voilà, je vois très bien le genre du problème que ça peut engendrer de mélanger la vie familiale et la vie professionnelle. Donc voilà, j'ai bien aimé tous ces aspects-là. Mais je vous avoue que l'alchimie entre les deux personnages ne m'a pas transcendée. Donc j'avais un peu peur parce que je me disais que je connais pas mal de personnes qui justement aiment la romance, qui aiment le MF, qui aiment le MM, mais qui me disent que c'est vrai, elles ne se retrouvent pas trop dans le FF. Et eh bien ça me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression de faire pareil. Mais la lecture suivante va me récompenser avec ça, va vous montrer que ce n'est pas le cas. Parce que du coup, Cynthia m'a passé l'épreuve non corrigée de Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Et on est sur une romance un peu en mode bachelor en fait. C'est le frère de la nouvelle princesse d'un royaume, je sais plus, genre d'Allemagne ou je sais plus trop d'où, qui, lui du coup va décider de participer à une télé-réalité un peu en mode bachelor. En fait c'est une romance, une seconde chaîne, je sais plus trop quoi. Il réinvite toutes ses ex et il va, comme le bachelor, passer des dates avec elle et voir s'il y a potentiellement la flamme qui se rallume entre les deux. Le souci, c'est qu'il va contacter, du coup, je sais plus c'est quoi son prénom, Maya, voilà, Maya, qui est une de ses ex, qui l'a trompée avec une autre, je sais plus c'est quoi son prénom, elle aussi, je l'ai perdu, Sky, voilà. Et les deux vont se retrouver, du coup, dans cette réalité. Sauf que les deux ont deux sons de cloche différents de la part de Jordi, de comment les événements se sont passés, et donc, Jordi a fait en sorte de faire passer Maya pour une folle. Puisqu'il a fait comprendre qu'en fait, quand il s'est mis avec Sky, il était déjà séparé de Maya, mais Maya a fait une crise de jalousie et a répandu des rumeurs comme quoi il l'avait trompé, alors qu'il n'est pas le genre de gars à tromper ses copines. Et donc voilà, il a fait en sorte, vu qu'en plus maintenant lui il est hyper médiatisé et tout, de faire passer Maya pour une folle, comme quoi il ne l'a jamais trompée et ce qu'elle dit est faux. Donc elle considère qu'elle doit aller dans cette réalité pour prendre un petit peu sa revanche sur lui et montrer le vrai visage de Jordi. Et donc c'est ce qui va se passer. On a toute la moitié du bouquin justement où c'est ça, où c'est Maya et Sky, on a leurs deux points de vue à chaque fois, donc c'est très chouette, qui du coup se tirent dans les pattes, ne comprennent pas les intrigues de l'autre et tout, parce que elles ont que le son de cloche de Jordi, et c'est super chouette, franchement, justement parce qu'on est vraiment dans cet univers de compétition, un peu en mode, voilà, on avait vraiment l'impression d'être dans la sélection et tout. J'étais très chouette comment les femmes, même entre elles, au lieu de communiquer, peuvent se mettre de bâtons dans les roues. Vraiment, il n'y a vraiment pas de sororité dans la première moitié. Et justement, comment, quand on communique, quand les choses sont dites, quand les choses avancent enfin, à partir de la moitié du roman, et bien là, on a enfin des femmes qui sont ensemble, il y a une vraie sororité qui se met en place et tout. Et comment justement elles vont se rebeller face à ce gars qui est manipulateur, toxique au possible, qui joue sur tous les tableaux, et j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai bien aimé, et la romance MF et la romance FF entre les deux est très bien passée. J'avais peur que je sortais d'une romance FF où j'avais pas du tout accroché entre les deux filles, mais là j'avoue que le contexte, je sais pas comment ça était mieux, donc j'ai beaucoup plus apprécié cette lecture, même si en vrai c'est pas un coup de cœur, mais je pense que ça aurait pu l'être si je ne l'avais pas lu en pleine semaine du 15 août. Voilà, tout simplement, puisque c'est la journée la plus chargée dans la zone où je suis, la zone balnéaire. Donc je lisais 2-3 chapitres par-ci, 2-3 chapitres par-là, et pendant toute une semaine, alors qu'en général, ce genre de roman, vous voyez, en fait, j'en ai lu la moitié pendant mon jour de congé qui était le lundi, et en fait, l'autre moitié, je l'ai lu pendant une semaine, ce qui n'est pas normal. Comme vous voyez, normalement, si je vous le dis, je l'aurais dû le lire en 2-3 jours max. Donc voilà, ça a été assez lent à lire, et du coup, ce qui fait que ça a gâché un peu mon retour de lecture, mais encore une fois, c'est une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, mais ce ne sera pas un coup de cœur. Dernière lecture dont je dois vous parler,
non, non, non. J'ai lu Humberfall de Elsa Garnier, une romance dans une small town. Et là, franchement, je pense qu'ils ont craqué au niveau de la couverture parce que ils l'ont pas vendu comme je pense qu'ils auraient dû le vendre. Humberfall, on est sur l'histoire de Humberfall, la ville, où il y a Julie Murray qui est une jeune femme qui vit dans une famille un petit peu beaucoup hippie et très tournée autour de l'ésotérisme. Voilà, elles ne sont pas catholiques par exemple, elles ne sont pas chrétiennes, elles sont beaucoup plus au niveau de tout ce qui est Wicca, ésotérisme, justement autour de la lune, de déesse de la terre et tout. Par exemple, la grand-mère tire les cartes, la mère, elle, est libraire, et elle, eh bien, July, c'est les pâtisseries, qui, elle, est son dada, son fer de lance. Donc du coup, depuis toute petite, elle fait de la pâtisserie, et son grand rêve, justement, c'est de monter un salon de thé, pâtisserie, voilà. Elle va avoir le local parfait, elle va en parler depuis toute petite aux gens qui sont autour d'elle, jusqu'au jour où son meilleur ami, va revenir dans la ville et eh bien, va lui prendre son local de rêve pour créer son entreprise et va monter une pâtisserie, un salon de thé à la place de la sienne. Donc du coup, eh bien, elle va détester ce type, surtout que ce type, c'est le frère de son ex qui vient juste de la larguer. Donc là, elle en a ras-le-bol des grès, justement, elle se dit... Bon, il y en a un qui m'a largué, l'autre qui m'a volé mon rêve, c'est franchement pas cool. Et donc du coup, il va y avoir une guéguerre, on va avoir un petit rival to lover entre les deux. Je vous avoue que j'ai bien aimé toutes les périodes où c'est au présent, parce que c'était chouette. Au tout début, avoir les périodes du passé, du pourquoi, du comment les choses ont été faites, était chouette, parce que du coup, on a un double point de vue et... alors pas double temporalité, enfin si, on a double point de vue au présent et on a une temporalité au passé. On a du coup la vision du passé du gars et du pourquoi, du comment il se comporte comme ça en fait. Parce que nous justement du point de vue du présent de July, eh bien on comprend pas pourquoi justement ce type c'est le pire des cons alors qu'à la base ils étaient amis. Et voilà. Donc on va petit à petit voir les choses, comment elles évoluent. Mais je vous avoue que les trucs du passé pour moi étaient très très redondants. Il en aurait fallu moitié moins pour que justement ça soit plus dynamique parce qu'on revenait souvent sur les mêmes choses en fait. Très clairement, la trope de base, c'est que lui, il est amoureux d'elle depuis qu'il est tout petit. Voilà, tout simplement. En fait, depuis le jour où il l'a rencontrée quasiment, il est amoureux d'elle. Ils étaient amis et eh bien, elle a fini par sortir avec son petit frère. Donc forcément, il n'a pas trop compris pourquoi elle l'a choisi lui au lieu de le choisir lui, alors que ils avaient beaucoup plus d'atomes crochus tous les deux et que son petit frère est un petit con. Et très clairement, quand on remonte dans le passé, en fait, on revient plusieurs fois sur la même chose et c'est lourd à la force. Mais par contre, tous les moments où ils étaient au présent, où ils s'envoyaient des pics et tout, ou même la romance, comment elle s'est développée entre les deux, à ces chapitres-là, j'étais à fond, c'était trop chouette. Et comme je vous ai dit, pour moi, le double point de vue était chouette aussi, parce que justement, on avait les deux versants en fait, et les double temporalité pardon, était chouette aussi, parce que du coup, on revenait, et nous, on comprenait du coup les réactions du mec, alors que July, elle ne les comprenait pas, et ce qui est normal puisqu'elle n'avait pas les raisons, le background et tout. Donc c'était chouette, parce que du coup, au début, on pensait vraiment que Tate c'était un stupide connard, et au final, on se rend compte que non, il y a des raisons derrière son comportement. Mais je vous avoue que je suis quand même un petit peu chafouin, parce que c'était à ça d'être un coup de cœur, hein. Mais cette lourdeur au niveau de toujours revenir sur les mêmes choses, on a compris en fait. On a compris que Tate est amoureux d'elle depuis toujours, et que eh bien, le fait qu'ils s'embrassent et que voilà, elle passe à son petit frère, oui, il l'a en travers de la gorge. Ça, on a compris. Et je pense que voilà, ça aurait pu être un coup de cœur, ça aurait pu être un banger. Et pareil, donc je disais, au niveau de la communication de la maison d'édition, je pense qu'ils se sont plantés grave. On est sur, comme je vous ai dit, une histoire avec pas mal d'ésotérisme, une personne qui tire les cartes, une grand-mère qui tire les cartes, une mère qui est libraire, une petite fille qui fait des pâtisseries. Elles ont un manoir sur un lac, enfin au beau milieu d'un lac. Vraiment, elles ne sont pas du coup chrétiennes, elles sont païennes. Elles ont vraiment dans cet univers très witchy et tout. Vous mettez une couverture verte avec des petites fleurs, les gars. Non. Je pense que... Voilà, qu'il y a un truc... on n'est pas... En fait, j'aurais lu ça avec une couverture orange, en vrai. Ça, couverture orange, vous le sortez en octobre, banger. Tiens, Spice... c'est quoi, The Punky Spice Café?
voilà, même vibe. Rewitch, même vibe. Voilà, je pense que ça aurait été ça. Et par contre, ce qui m'a fait, moi, un petit peu chafouiner, c'est que dedans, en gros, il y a plusieurs tropes, il y a plusieurs twists qui sont dans mes futurs romans. Et je suis en mode... J'ai l'impression que c'est le mélange de deux histoires que j'écris, Lost Felony qui est je ne sais pas trop où parce qu'il n'est pas là, et de ma série sur les cafés aussi, que je vais faire plusieurs tomes sur plusieurs couples qu'on va suivre. Donc voilà, j'étais un petit peu chafouin de ça, je me suis dit merde, c'est un parfait mélange en fait de deux sagas que je vais écrire. Donc un petit peu triste, mais en même temps, au moins ça montre que oui, j'ai apprécié, comme je vous ai dit, ma lecture était très bonne, mais un petit peu trop de longueur à mon goût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de lectures. S'il y en a certaines que vous avez déjà lues, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait énormément plaisir. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.